Donc, je suis secrétaire de ce qu'on appelle communément la chambre syndicale force ouvrière des employés cadres des organismes de sécurité sociale et d'allocation familiale Île-de-France, c'est les organismes de sécu. Et je remercie Cyril de m'avoir gentiment invité, puisque c'est vrai que le lien entre l'hôpital et la Sécu est un lien indéfectible. Il en a besoin les uns des autres pour pouvoir avancer et continuer. Dommage que mon petit Guitou, parce que Guy Perrossi, c'est l'ancien secrétaire du syndicat que j'ai remplacé, soit atteint par la grippe, parce que l'histoire de la sécurité sociale est intimement liée à l'histoire du mouvement ouvrier et du combat que les travailleurs ont mené pour pouvoir s'organiser collectivement. Et par cette organisation collective, il fallait elle s'est rendue compte que l'État était défaillant et elle a contribué à s'organiser par elle-même, pour elle-même. Et c'est ce qui a donné lieu à la Sécu. Donc je vais pas partir, parce que j'ai pas la prétention, je ne suis pas une historienne de la sécurité sociale, donc je vais vous parler de la Sécu à travers mes yeux de petite militante que je suis, et bien entendu, s'il y a des questions, je suis là. Donc déjà, je vais vous mettre tous à l'aise. Avant de militer à la Sécu, parce que même quand j'ai été embauchée à la Sécu, pour moi la Sécu c'était ma carte d'assuré, et c'était que le soin. C'est lorsque je suis rentrée dans l'institution et que j'ai milité, que j'ai commencé à m'engager au syndicat, que j'ai appris ce qu'était la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est quoi? En un mot, c'est la solidarité. C'est protéger les travailleurs et leurs familles contre tous les risques de la vie. Et c'est pour ça que la Sécu, en fait, ne s'arrête pas qu'à la maladie. Ce qu'on connaît communément, c'est quand on parle de la Sécu, on parle des CPAM, de la CRAMIF, mais ce n'est pas que ça. La Sécu, c'est quand on dit tous les risques de la vie, ça vous protège dans le cadre de la vieillesse. Donc c'est la retraite, c'est la caisse vieillesse, c'est la sécurité sociale. La Sécu, c'est la famille aussi. Ça a été un formidable levier, ce sont les CAF. Levier qui a permis notamment l'émancipation des femmes, parce que ce n'est pas que le versement des allocations familiales comme on connaît, ou de l'allocation logement. Les CAF, ça a été ce qui a permis le développement des crèches, parce que les CAF financent les crèches. Ça a été donc des formidables leviers et des atouts pour vous couvrir contre tous les aléas de la vie. Comment on est arrivé à la sécurité sociale? Parce que tout le monde, communément, on entend parler d'Ambroise Croizat ou de Larocque pour les grands fondateurs de la sécurité sociale. C'est un peu plus compliqué que ça. Ils ont signé les ordonnances de 1945, mais la Sécu, en fait, c'est le combat ouvrier, et notamment le combat de Georges Buisson, qui était de la Fédération des employés CGT, fédération fondatrice de Force ouvrière, qui donc avait commencé par les assurances sociales, la mutualité, donc il y a eu des lois qui sont arrivées. Et pendant la guerre, donc, il a rédigé ce qui constitue aujourd'hui les fameuses ordonnances du 5 et 19 octobre 1945, parce qu'on ne les connaît pas, celle du 19 octobre, mais le 19 octobre, c'est celle qui donne en fait tous les droits plus dans le détail, et qui notamment, dans le cadre où ils veulent faire la loi Immigration 2, dans un contexte où on combat la loi Immigration 1 et qu'on demande son retrait, prévoit que les travailleurs étrangers bénéficient des mêmes droits que les travailleurs français. Pourquoi? Parce que c'est la classe ouvrière qui a édifié la sécurité sociale, et donc il est inconcevable qu'on fasse la différence selon nos origines, nos appartenances ou nos opinions. Et donc la Sécu, ça a été un combat, et ça a été un combat jusque dans le financement. Pourquoi? Je peux vous dire tranquillement que c'est les organisations syndicales, donc les travailleurs, qui ont mis en place la sécurité sociale, pour une raison toute simple. Et ça a été une bagarre au moment des ordonnances. Les travailleurs, parce qu'ils ne sont pas dupes, parce qu'ils savent que le budget de l'État peut être détourné en fonction des politiques des uns et des autres, il y a eu une bagarre pour que ça soit en fait le salaire mutualisé qui finance la sécurité sociale, les fameuses cotisations, ce qui aujourd'hui est appelé vulgairement, pour nous faire passer la pilule pour quand on nous vole nos cotises, les charges sociales. Il n'y a pas plus de charges que le beurre en broche, c'est le salaire différé. Donc dans votre salaire, vous avez une partie
que vous percevez directement, et l'autre partie, que ça soit cotisation salariale ou cotisation patronale, on ne se trompe pas sur le sujet, tout ça fait partie de notre package. Les travailleurs, il y a eu une bagarre et on a obtenu que ça soit fléché vers la Sécu. C'était, il faut qu'on assure la solidarité entre les travailleurs, pour soi-même aussi, et intergénérationnelle, pour financer les caisses de retraite qui sont encore attaquées, et on revendique toujours, bien entendu, l'abrogation de la loi sur les 64 ans. Et donc, la Sécu s'est mise en place, et la gestion, comme vous doutez, c'était, au début, il n'y avait pas l'État. Parce que tout le monde dit, la Sécu, c'est l'État. Non. Moi, je suis un contrat de droit privé. Et donc, c'était les conseils d'administration, et ça a été une bagarre tout de suite, et sous l'impulsion, notamment, des anciens de la vieille CGT, qui sont majoritairement placés à Force ouvrière. Ils ont dit tout de suite, il y a les ordonnances, battons-nous pour créer nos centres de sécu, les centres de paiement immédiatement. Et dans un contexte où le pays était en ruine, c'est pas de la guerre, voilà, je ne vais pas vous refaire l'histoire, il y a eu une mobilisation des délégués CGT au niveau départemental, à tous les niveaux. Il y a eu des réquisitions d'immeubles, notamment avec certains patrons qui s'étaient vautrés dans la collaboration. Donc, réquisition de bâtiments, organisation des délégués. On a récupéré les coordonnées, on a constitué les premiers fichiers, et en juin 1946, les premiers centres de paiement sont sortis de terre et les premiers paiements de prestations ont été effectués. Et là, vous allez me dire, mais Nora, t'es gentille, tu nous parles de la Sécu, mais quel est le lien avec les soignants? Premier lien, c'est dès la mise en place de la Sécu, le patronat a repris des forces, donc le patronat, là, il ne pouvait pas trop résister en 1945, parce que ils étaient quand même pas très clean, mais c'est pas pour autant qu'ils voulaient abandonner. Surtout quand les conseils de la Sécu étaient pour 3/4 gérés par les syndicats. Donc le syndicat CGT, principalement, après Force ouvrière, après 1948, est venu dans la place pour gérer les affaires. Mais vous imaginez, les conseils d'administration, 3/4, c'était les représentants des salariés. 1/4, le patronat, donc vous vous doutez que le patronat, il n'avait pas trop son mot à dire. Mais il intervenait par un autre biais. Les premiers paiements d'arrêt maladie. La Sécu, on a été mis en place, vous êtes malade, vous savez, vous prescrivez des arrêts maladie, et nous, la Sécu, on paye les indemnités journalières pour que l'assuré puisse se soigner. Et là, pression du patronat auprès des techniciens de la Sécu, qui étaient des administratifs, pour dire les arrêts, c'est pas justifié, c'est un fainéant, il veut dormir. Donc, première tentative de remise en cause de la prescription médicale. Dans ce contexte-là, nous continuons à payer, mais il y avait le problème, il n'y avait que des administratifs à la sécurité sociale. Le poids des organisations syndicales faisait qu'on tenait bon, mais c'était compliqué. Et en 1967, première offensive du général de Gaulle, qui dit, la Sécu, ça suffit, caisse unique, il paye la famille, la maladie, la vieillesse, je vais éclater tout ça, diviser pour mieux régner, pour plus affaiblir. Donc c'est dans ce contexte qu'ont été mises en place les branches, donc la branche maladie, vieillesse, famille, excusez-moi, j'avais oublié encore la famille, et recouvrement pour percevoir les cotisations patronales, ce qui faisait mal au cœur au patron parce qu'ils ne supportaient pas que les représentants des salariés récupèrent le pognon, mais on voulait contrôler les finances. Et on s'est battu, notamment la chambre syndicale, on s'est battu pour maintenir l'unité de la Sécu grâce à notre convention collective nationale. Donc on a mené bagarre et on a gardé l'unité de la Sécu par l'unité du personnel de la sécurité sociale. C'est pour continuer à être sécurité sociale, même s'il y a les fameuses branches, mais par le personnel de la Sécu, on a maintenu. Mais on a dit que ça ne va pas être suffisant. Il faut qu'on soit protégé, qu'on arrête de nous mettre la pression lorsqu'on rembourse des prestations par des patrons qui remettent en cause les prescriptions médicales. Et c'est dans ce contexte qu'il y a un décret en 1968 qui est paru et qui a mis en place le service du contrôle médical. Je sais que vous n'aimez pas trop les médecins conseils. Je vais essayer de vous le présenter d'un point de vue historique. Et l'essence de la Sécu, parce qu'il y a les médecins conseils 2024, il y a les médecins conseils de 1968. Et en fait, le service du contrôle médical a été instauré à ce moment-là, avec la particularité, donc, ce qui a fait que dans la branche maladie, vous avez une direction bicéphale.
vous avez le service du contrôle médical et vous avez les CPAM et caisses régionales. Les CPAM gèrent le budget, donc nous on paye les CPAM, parce que je suis de la CPAM, c'est pour ça que je dis nous. Les CPAM payent, mais ils payent parce que le service médical valide les prescriptions. Et le service médical, sa seule boussole, c'est l'état de santé du patient. Donc si l'arrêt est médicalement justifié, si les soins sont médicalement justifiés, il y a validation du service médical et les CPAM sont obligés de payer. Les contrôles médicaux et donneurs d'ordre, et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui, donnent l'ordre aux CPAM de payer parce que le service médical, lui, il ne gère pas le budget, il s'en fiche. Lui, ce qu'il voit, c'est selon le principe, on cotise en fonction de ses moyens, on reçoit en fonction de ses besoins. S'il y a un besoin médical, il valide, que ce soit pour les soins, pour les arrêts, donc pour tout ce que vous connaissez, les ALD et compagnie. Donc c'est comme ça que ça fonctionne jusqu'à présent. Donc là, ça posait problème. L'État ne peut pas venir se mêler des affaires de la Sécu. Ça a permis le développement des hôpitaux, parce que on finance les hôpitaux, ça a permis le progrès. Et pendant cette période, les hôpitaux ont pu se développer, progrès au niveau des soins, progrès au niveau de la recherche, parce qu'on finance aussi la recherche. Et ça, c'était insupportable pour l'État et le patronat qui disait « punaise, il y a un sacré magot et on ne peut pas mettre la main dessus ». Et c'est dans ce contexte, en 1995, et là ça a été un coup énorme porté contre la sécurité sociale, en 1995, les fameuses ordonnances Juppé. Et là, même si on les a fait quand même reculer, notamment sur les retraites, les régimes spéciaux, mais c'est là qu'ont été mis en place donc, le fameux LFSS, donc tutelle de l'État sur le budget de la sécurité sociale, et l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Et après, tous les problèmes, un Bachelot s'est ramené, je ne veux pas vous faire de je pense que vous connaissez mieux que moi les problématiques. Et donc là, ça a été les premières difficultés pour la sécurité sociale, parce que le budget, c'était plus les conseils qui décidaient, donc c'était plus en fonction à 100% de l'état de santé, en fonction des besoins au niveau des crèches et tout, c'est l'État qui chaque année passe une loi pour déterminer le budget. Mais pas la résistance et le fait que le service médical existe encore, c'est toujours au niveau de la branche maladie, l'état de santé qui prime sur le budget. Et là, ça pose encore des problèmes. Et ça, surtout aujourd'hui, ça a posé énormément de problèmes. Au niveau, c'est à la crise Covid que ces problèmes ont explosé, parce que nous, médicalement justifiés, on remboursait. Et on remboursait, je vous le dis, parce que vous avez entendu dans la presse les dégâts des laboratoires qui se sont mis plein les poches, c'est un fait. Certains en ont profité, mais ils en ont profité pourquoi? Compte tenu que l'État se mêle de nos affaires, nos accueils ont fermé, on a eu des suppressions de postes, là sur les 5 dernières années, c'était pas moins de 12 000 suppressions de postes, et là notre convention d'objectifs de gestion en prévoit encore 4 000, dans un contexte où on est déjà à l'os, je vous laisse imaginer, et il n'y avait pas de contrôle au niveau des remboursements. Donc les feuilles de soins arrivaient, on était obligé de rembourser automatique, sans contrôle, sans rien. Mais c'est une goutte d'eau, on va relativiser les choses par rapport au budget de la Sécu, qui est au global, à l'année dernière, de 630 milliards. Et c'est ça, le nœud du problème. Il faut récupérer le magot. Et pour ça, il faut remettre en cause deux choses, deux obstacles. La liberté de prescription des professionnels de santé et la validation du service du contrôle médical. Parce que même si vous les voyez comme des vilains méchants, je vous le dis, les arrêts maladie sont justifiés. Rien que au mois de mai mai de cette année, excusez-moi, 1 200 000 arrêts maladie ont été contrôlés par les praticiens conseils de l'assurance maladie. Ils ont tous été justifiés. Il n'y a eu que 70 000 notifications de reprise anticipées. Mais l'arrêt était justifié. Donc, sur les millions d'arrêts contrôlés, le service médical ne remet pas rarement en cause les décisions des confrères, parce qu'ils sont soignants. Donc, c'était validé. Et les ALD, à 99%, là c'est les chiffres officiels, ils sont tous validés.
Je ne dis pas que c'est pas difficile de saisir les papiers et de remplir les documents. Ça, on est d'accord. Mais quand les médecins envoient, enfin les professionnels de santé envoient les demandes au niveau des ALD et tout, le service médical à 99% valide les demandes d'ALD. Et ça, c'est insupportable au gouvernement parce qu'il ne peut pas contrôler budgétairement les dépenses de l'assurance maladie. Mais nous, Sécu, on est là pour les besoins des assurés. On ne regarde pas le budget. Et c'est contradictoire avec le gouvernement qui, lui, veut récupérer le budget de la sécurité sociale. Et c'est dans ce contexte qu'il y a les attaques que nous connaissons aujourd'hui. Donc, de votre côté, il y a il y a un décret qui est paru le 30 octobre qui demande à ce que les professionnels de santé justifient leur prescription. C'est quand même fort de café. Et de l'autre côté, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui est un haut fonctionnaire nommé en Conseil des ministres, a décidé de liquider le service médical en l'intégrant dans les CEPAM. Et quand je vous ai expliqué, service médical, en plus, c'est l'état de santé qui prime, CEPAM, c'est le budget qui prime. Et donc, si vous mettez une direction médicale sous la direction d'un directeur général qui est un administratif et qui est un comptable, vous avez compris vers où ils veulent aller. Et c'est pour ça aussi que et ça c'est pour avancer sur le temps, remise en cause des arrêts maladie, vous avez vu tous les articles de presse, les arrêts coûtent trop cher, les arrêts ci, les arrêts là, ils ne coûtent pas si cher que ça, parce que quand vous regardez au niveau du montant versé, les augmentations de salaire, il n'y en a pas eu beaucoup, puisque c'est un revenu de remplacement, on se base sur les salaires pour payer les indemnités journalières. Ça n'a pas beaucoup augmenté les salaires, hein. Ça je peux vous le dire parce que ça n'a pas beaucoup évolué le taux de remboursement. Et de l'autre côté, il y a un rapport qui est sorti pour remettre en cause les affections longue durée, au motif que les ALD coûtent cher. C'est un rapport de l'IGAS et de l'IGF qui est sorti au mois de septembre. Et ce rapport dit que les ALD, ça coûte cher, il y a trop d'accords ALD. Comme je vous ai dit, on se base sur les prescriptions des soignants, donc on ne va pas remettre en cause. C'est le soignant qui voit le patient, il sait les pathologies qu'il y a et ils vont même jusqu'à différencier, donc, parce que c'est des administratifs qui font les choses et ils cherchent à faire des économies. Donc ils ont pris en exemple le fait qu'il y a des ALD qui coûtent cher, exemple le cancer, où là il faut maintenir la prise en charge à 100%, mais il y a des ALD qui coûtent pas cher. Et là, ils ont cité l'exemple du diabète. Et là, l'assuré peut payer de sa poche. Sauf s'il se fait amputer, on est bien d'accord. Non, mais le cynisme va jusque-là. Or, on est bien d'accord, lorsque les affections, la prise en charge à 100% existent, moi, je suis une profane. J'ai demandé à mes camarades, parce que j'ai des soignants à la Sécu, de m'expliquer un petit peu les choses. Mais ils m'ont dit, mais c'est de la prévention, ils ne se rendent pas compte, en prenant en plus l'exemple du diabète, ils m'ont expliqué qu'il peut y avoir des conséquences extrêmement graves et qui coûteraient extrêmement cher à la Sécu. Tandis que si le patient est suivi, surtout dès le début, ça limite les risques d'une aggravation. Mais c'est vers là qu'ils veulent. Et donc, en voulant liquider le service médical, en remettant en cause votre liberté de prescription, c'est la sécurité sociale qu'ils attaquent et donc la solidarité dans le cas de maladie. Et ça, on ne peut pas les laisser faire. Tout ça pour en fait récupérer l'argent de la sécurité sociale. Bagarre qui est menée depuis 1945 par le patronat qui ne supporte pas de voir une partie de salaire qu'il ne peut pas investir en bourse. Et ça leur est insupportable. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'intervient. Et ça a des conséquences, cette mainmise, cette volonté donc, de mainmise, ça a des conséquences donc, sur les remboursements, les remises en cause. Vous avez dû avoir des rejets de remboursement et tout, parce qu'ils ont mis des outils qui ne fonctionnent pas. Donc, quand vous faites des prescriptions, des télétransmissions, je vous le dis tout de suite, sans lien avec les outils qui ne fonctionnent pas. Donc, nous, on n'arrive pas à gérer les outils. Je dis ça parce que Olivier m'a transmis une lettre en me disant c'est pas possible, j'ai envoyé des demandes d'ALD, j'ai reçu un courrier. Je lui ai expliqué c'est les outils qui marchent pas, c'est pas de la faute du technicien qui est derrière. Mais donc, vous avez ça. Et vous avez une fermeture des accueils, il n'y a plus de service de proximité. Le camarade du service de la fédération en a parlé.
ils ferment tous nos accueils, donc on n'a plus de lien avec nos assurés. Donc, c'est vous qui récupérez des fois les assurés quand ils disent j'ai pas ma notification ALD, j'ai pas ma prise en charge pour les IJ. Donc, il vient voir son médecin référent. Et nous, derrière, il y a des agressions dans le peu d'accueil qui reste. Il y a des agressions qui sont subies. Et c'est pour ça qu'on a la bagarre double. On se bat pour le maintien du service médical, parce qu'il faut garder cette indépendance, surtout. On se bat aussi pour nos accueils physiques. Et on se bat parce que là, on le voit en direct à la Sécu. Dans ce contexte, comme il faut se faire de l'argent, historiquement, dans les bassins ouvriers, donc vous en avez dans le Nord, dans l'Est, dans le Rhône et à Paris, la Sécu a créé des centres de santé. Il y a les soins de suite, mais il y a les centres de santé de la sécurité sociale. Et ces centres-là fonctionnent selon le principe de la Sécu. C'est-à-dire qu'on reçoit tout le monde, bien entendu. On est polyactivité, à Paris, la CPAM de Paris et CRAMIF, on est polyactivité. On prodigue les soins et on ne regarde pas le budget parce que jusqu'à présent, depuis la création de nos centres, les caisses locales et la caisse nationale sont obligées de subventionner, de faire ce qu'on appelle les dotations d'équilibre. Donc, on soigne, tranquille, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, pas d'avance de frais. Si vous avez la mutuelle, vous arrivez, vous repartez tranquillement, vous pouvez être soigné, secteur 1. Et puis après, jusqu'à présent, les prates qui sont là-bas, ils soignent, ils sont contents, parce que derrière, de toute façon, la CNAM et les caisses locales sont obligées d'abonder. Ça pose problème. La CNAM ne veut plus abonder. Et là, ce qui est historique à la Sécu, on vient d'apprendre que dans le centre de santé polyvalent de Stalingrad, ils veulent fermer plusieurs spécialités, dont la radiologie, et puis des spécialités anodines, l'endocrinologie, les soins infirmiers, l'ophtalmologie. C'est vrai qu'on a pléthore d'ophtalmo et d'endocrino sur Paris. Et à la CEPAM de Paris, qui est mon organisme de rattachement, c'est le centre de radiologie qui est menacé de fermeture avec des licenciements économiques. On n'a jamais connu ça. Il y a un PSE qui est déclenché à la CRAMI. On n'a jamais connu ça à la Sécu. Parce que même si on est de droit privé, la Sécu, il y a un budget. Donc pourquoi un PSE alors que jusqu'à présent, on nous a... Et puis surtout, là c'est une question de santé publique. Vous fermez des spécialités dans des arrondissements parmi les plus précaires, en sachant pertinemment que l'accès aux soins de secteur 1 est devenu quasi mission impossible sur le territoire parisien. C'est au nom de cette logique. Le budget doit primer. Et il se base sur un rapport de Mazars, qui est le McKinsey français, pour justifier leur fermeture. Donc là, on enclenche la bagarre, mais ce qui se passe chez nous, si on laisse passer, c'est tout nos corps. On voit l'hôpital qui est à genoux du fait de ses économies, mais demain, c'est tout le monde qui est en danger, et puis à commencer par les patients qui n'auront plus d'accès aux soins, parce qu'il faut savoir que quand je vous dis on prend tout le monde, notamment les aides médicales d'État. Ce qui n'est pas très sexy de dire aujourd'hui dans le contexte où ils veulent remettre en cause l'AME. L'AME, on était là pour les vacciner pendant le Covid, et quand il y a eu l'épidémie de monkeypox, ils étaient rejetés. C'est les centres de soins de la Sécu qui ont vacciné toutes les populations. Et donc, c'est pour ça que, malheureusement, je vais devoir vous quitter. Et dans ce contexte, on résiste. Donc, le 17, on appelle à un rassemblement devant Lucans pour justement aller voir le directeur de la CNAM. Et on appelle aussi l'aide de tout le monde et une mobilisation. Donc là, hier, j'ai les soignants de la CRAMIF qui ont lancé une pétition. Donc, je l'ai reprise pour mettre près au mur aussi. Et, parce que c'est l'affaire de tous et toutes. Et voilà, donc la Sécu, c'est on cotise en fonction de ses moyens, on reçoit en fonction de ses besoins, et il faut qu'on se mobilise pour que cet adage revienne, parce que notamment entre le service médical, là c'est un danger mortel. Si celui-ci disparaît, autant dire que demain vous ne pourrez plus prescrire. Donc il faut qu'on se mobilise. Et là j'ai une bonne nouvelle, j'ai une grève, c'est pour ça que je suis un peu arrivée
J'ai une grève surprise qui a été déclenchée à la CEPAM de Paris sur la ligne d'accueil physique parce qu'elles en ont marre de maltraiter les assurés. Et donc là, ce matin, beaucoup de centres, beaucoup de collègues ont décidé de débrayer pour les assurés sociaux parisiens. Voilà.